Bonjour à tous et surtout merci à Families Up qui me permet de présenter cette émission aujourd'hui en tant que guest. Je suis ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Carlos Diaz. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur depuis très longtemps, d'abord en France, puis aux États-Unis depuis 15 ans où je vis à San Francisco. Et je connais certains des intervenants aujourd'hui, donc c'est véritablement un plaisir de les retrouver. On va parler de tech, on va parler d'économie de guerre. On va se poser la question s'il faut vendre, est-ce qu'il faut investir ou est-ce qu'il faut attendre. Les Ukrainiens étaient au restaurant le dernier week-end de février 2022 et ils ne pensaient pas que la guerre allait arriver. Et dans l'histoire, c'est toujours un peu la même chose. En 1913, l'Europe était au sommet de sa prospérité économique. Personne n'imaginait la Première Guerre mondiale. Bon. Janvier 2026, voilà, nous y sommes, bonne année. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que nous sommes entrés dans une économie de guerre sans nous en rendre compte? Est-ce qu'on vit encore dans une illusion de normalité? Les signes sont là, les tensions entre la Chine et le Japon atteignent des sommets quand on regarde les actualités à cause de Taïwan. BlackRock nous dit que le risque géopolitique est au niveau le plus élevé et les dépenses militaires mondiales vont exploser à 3 600 milliards de dollars d'ici 2030. Voilà, c'est toutes les chaînes d'approvisionnement qui se fragmentent et on voit un découplage aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine qui s'accélère. Et pendant ce temps, les entrepreneurs, les investisseurs, bien, ils doivent prendre des décisions concrètes. Est-ce qu'il faut vendre son entreprise? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Est-ce qu'il faut diversifier son portefeuille? Ou est-ce qu'au contraire, il faut rester concentré sur certaines valeurs? Est-ce qu'il faut investir en Europe? Est-ce qu'il faut investir aux États-Unis? Est-ce qu'il faut investir en Asie? Est-ce qu'il faut acheter de l'or? Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? Est-ce qu'il faut acheter des actions dans le domaine de la défense? Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités qui vivent ces enjeux au quotidien. D'abord, Ludovic Subran, c'est un ami de Families Up. Il est chief économiste chez Allianz. C'est l'un des économistes les plus écoutés au monde. Il vient de publier son économie. Oh ben non, Merci mais c'est Carlos. vrai, mais c'est vrai, mais Bonjour. c'est vrai. Allez. On t'écoute, Ludovic, on Ça t'écoute. commence Et bien. d'ailleurs, tu viens de publier un Outlook, l'Outlook 2026-2027, que tu as intitulé Stretching the Limits, et où tu analyses les risques majeurs qui pèsent sur l'économie mondiale. Et on va en parler. Et puis Frédéric Lanier, lui, vous le connaissez, cofondateur, chairman de Families Up, entrepreneur, serial entrepreneur. C'est l'ancien CEO de Pentalog. En tout cas, c'est là que moi, j'ai connu Frédéric. Tu as construit et tu as vendu plusieurs entreprises. Tu as vécu plusieurs cycles économiques. Je sais que tu es un passionné d'économie. D'ailleurs, tu viens régulièrement dans Silicon Carnet, mon podcast, pour parler d'économie et c'est toujours un régal. Merci, mais je suis quand même beaucoup moins connu que Ludo, faut pas exagérer. Mais arrêtez, hein, moi je suis pas la Kim Kardashian des marchés. Faut pas croire que Pas ça marche mal, pas la comme Kim ça. Kardashian des C'est marchés. j'aimerais, t'imagines le fellowship. Bon, messieurs, je vous propose quatre volets, de discuter de quatre volets ensemble. Quatre décisions concrètes, parce que les gens qui nous écoutent, ils se posent certainement toutes ces questions-là, que sont des entrepreneurs, ce sont des investisseurs. On va parler d'exit. Est-ce qu'il faut viser l'exit en 2026? Est-ce que c'est le moment de sortir rapidement ou de sécuriser son capital? Ou est-ce que le timing et la géopolitique peut tout faire foirer? On va parler de ça. Ensuite, on va parler aussi de portefeuille. Est-ce qu'il faut vendre, attendre, diversifier? Est-ce que attendre, c'est une erreur stratégique? Ou est-ce que diversifier, ça détruit de la valeur? On va le voir. On parlera aussi de crypto, d'or, d'actions. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur les cryptos. Le débat va être intéressant. Est-ce qu'en tout cas, les cryptos sont une protection réelle ou une illusion? Je sais déjà ce que Ludovic en pense. Où est-ce qu'il faut mettre son argent? Est-ce qu'il y a une zone qui est véritablement safe? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est l'Asie? Bref, plein de questions. Et pour débuter, comme je le disais en introduction, chaque fois qu'on est au début d'une guerre, j'ai le sentiment que les gens ne s'en rendent pas compte. Et l'arrivée d'une guerre, rétrospectivement, on se dit, personne n'a rien vu venir. Et j'ai envie de vous poser un petit peu cette question aujourd'hui à l'aune de cette nouvelle année. Est-ce que nous sommes rentrés dans une économie de guerre? Frédéric, peut-être, tu veux commencer avec ça? Cette question? Alors, une économie de guerre, je sais pas, et je pense que l'économiste, parmi nous, clarifiera mieux la question que moi.
enfin, je crois pas que nous le soyons. Je veux dire, la Russie, elle l'est. À 30 de son économie investie, dans la défense, elle l'est certainement. Nous, je crois pas que nous le soyons. On est peut-être dans une économie d'avant-guerre. Par rapport à ton intro, quand tu parlais de est-ce qu'on est en 1913, en 1939 ou, voilà. Je dirais que mon sentiment, j'ai réfléchi à ce moment-là, ça serait plutôt qu'on serait autour de 1913. Tu vois? Il y a beaucoup de contenu, il y a de la propagande, en fait. Il y a de la propagande qui circule. Heu elle crée des frictions, très importantes dans l'économie parce qu'en fait, les gens finissent par y croire. En fait, il y a des points de cristallisation de cette propagande. On voit bien que, par exemple, il y a une mutation des médias qui est tout à fait claire. On voit bien que, le pessimisme, la lecture pessimiste des choses, s'incarne assez merveilleusement dans les médias de droite, voire d'extrême droite, où il y a des points de cristallisation, un petit peu des métastases de cette propagande, qui prennent et qui créent un climat qui lui-même produit, des effets, délétères. C'est-à-dire que, je dis pas qu'il y a pas de crise, que sans ça il y aurait pas de problème. Je dis qu'on augmente, nous-mêmes, parfois les problèmes. La deuxième chose. Là-dessus, et Fred, est-ce que tu me permets de te poser une question? Parce que je suis entièrement d'accord et c'est vrai que les médias de droite ont tendance peut-être à laisser planer, comme ça une sorte de peur, et la France a Mais c'est une peur tradition pour la droite française, hein. et c'est une tradition pour la droite française. Est-ce que du côté de la gauche, il n'y a pas non plus une forme de naïveté? Et est-ce que la presse de gauche aussi ne vit pas un peu dans la forêt magique avec des lutins qui, se déplacent à dos d'escargots, qui mangent des châtaignes et qui vivent dans des champignons? Et est-ce que la gauche est aussi très réaliste face à les situations et au monde en général? Parce que quand on regarde le monde et ce qui s'est passé là dans ces derniers jours, notamment, l'intervention, des États-Unis, au Venezuela et les discours de Trump par rapport au Groenland, est-ce que la menace n'est pas réelle? Est-ce que les tensions qui existent, que je citais tout à l'heure, entre le Japon et la Chine au sujet de Taïwan, avec la Chine qui demande au Premier ministre, à la Première ministre, japonaise de retirer, ses déclarations, concernant Taïwan. Est-ce que la gauche aussi, ne vit pas dans son, petit monde, en pensant que tout va bien, et c'est aussi une situation qu'on avait, aussi en 39, hein. Ah non, mais la Et gauche. moi, la guerre d'Espagne, que je connais bien, me fait Ouais, ouais. énormément penser à l'Ukraine, hein. Ouais, ouais, bah, l'extrême gauche, certainement, elle est à dos d'escargot, comme tu dis. Enfin, elle a l'air d'y croire, ou elle veut qu'on croie qu'elle y croit. Mais oui, bien sûr qu'il y a un vrai problème avec ça. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, moi, en tant qu'entrepreneur, avant de passer la main, à Ludo sur cette question, ce que je remarque, c'est que ça entraîne aussi de véritables mutations dans le paysage des entrepreneurs de la communication. Une bonne partie, en fait, ça crée ce cancer que je décrivais tout à l'heure. J'ai souvent utilisé cette forme de cancer de la place publique. Je trouve que c'est, en tant qu'entrepreneur, un phénomène, tout à fait, observable. Voilà. Heu, dire Ah, beaucoup de choses sur les entrepreneurs de la défense et voilà, mais je pense qu'on en reparlera. oui, on va en reparler. Ludovic, ton point de vue là-dessus, sur à la Bah, il y fois a que sur, est-ce que nous sommes dans une économie de guerre, ou proche d'une économie de guerre? Et justement cette vision du monde et cette polarisation finalement et ce regard différent, je sais pas si c'est gauche-droite, mais en tout cas entre des gens qui pensent véritablement que la guerre est à nos portes et d'autres qui considèrent que non, tout va pour le mieux pour le moment dans le meilleur des mondes. écoute, c'est des super questions. Là, je vais proposer 2-3 points. Le premier, c'est quoi une économie de guerre, pour un économiste comme moi? OK. Une économie de guerre, c'est un triptyque qui a, 1, une forme de rationnement, Mmh. 2, une forme de réallocation du capital vers l'effort de guerre, y compris la mobilisation, donc les gens, le capital humain, et 3, une monétisation de la dette, qui est très important pour les banques centrales, et cetera. C'est ça une vraie économie de guerre. Est-ce qu'on est en économie de guerre aujourd'hui? Non. En revanche, on est en économie de pied de guerre. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants qui sont des va-t-en-guerre. Mmh. Tu utilises toujours l'exemple de Macron. Le 15 mars 2020, on est tous à effrayer à nettoyer nos yaourts. Enfin, pas encore, mais on est sur le point de faire ça. Et le président dit, nous sommes en guerre contre un virus.
Et immédiatement après, ce qui se passe, c'est qu'ils plongent l'économie dans une économie de guerre. On fait les PGE, la BCE rachète de la dette obligataire, on ne peut pas sortir de chez nous, etc. Et donc, on a utilisé, et c'est la première vraie guerre ou vraie économie de guerre du 21e siècle, à grande échelle. Le Covid, ça a été une gestion comme une économie de guerre. Fast Sauf que forward 2020. c'était un ennemi invisible qui était assez pratique à manipuler L'ennemi est puisque toujours invisible. C'est toujours l'idée. C'est qu'en ouais, fait, l'ennemi était invisible. C'était nos libertés, l'ennemi, quelque part. ouais, Enfin, on pourrait absolument. réécrire ça philosophiquement. Mais si tu veux, et fast forward, en fait, 22, on refait la même avec l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine. Alors, cette fois-ci, la Banque centrale joue un rôle différent. On rationne l'énergie. On refait de l'allocation du capital. On fait, tu vois, les boucliers tarifaires en France. Là, je te parle de la France parce que le public est principalement français. Mais en fait, on pourrait faire ça pour les États-Unis. On pourrait faire ça pour une grande majorité des États. Mais il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à utiliser, à surutiliser, à abuser du terme de l'économie de guerre. OK. Pour moi, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la menace est vraiment à nos portes. Donc, c'est vraiment un sujet. Le monde se divise entre Trump, Poutine et Xi. En gros, quand même. Il y a toujours cette comparaison sur le piège de Thucydide de Graham Allison d'Harvard. Et puis nous, on serait Mélos, l'île qui est un peu sacrifiée à la fin parce qu'elle ne sait pas avec qui elle doit pactiser. Et puis au final, elle est un peu bloquée. Moi, j'aime pas cette vision de l'Europe. Je suis un Européen convaincu. Mais si tu veux, il y a quand même ce retour des empires, des prédateurs, tu l'appelles comme tu veux. Pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'on sait qu'on est en économie de guerre? C'est un peu Fukuyama, tu vois. Tu sais pas que c'est la fin de l'histoire jusqu'au moment où c'est la fin de l'histoire. Et puis en fait, au final, l'histoire est pas finie. Ouais. C'est 2001, les tours du 11 septembre, etc. Donc, il y a ce choc de civilisation permanent, tu vois, pour pas faire de la mauvaise littérature de comptoir. Et donc moi, je pense qu'il faut pas insulter l'avenir. Mais ce qui est important, c'est la lecture de ça. Et donc, je veux juste offrir un, deux sujets là-dessus. Parce que tu OK. as parlé de la politique de la guerre. Elle est hyper Mmh. importante pour moi, la politique de la guerre. C'est quoi la vraie différence entre la gauche et la droite? Euh, c'est que, en fait, quand on est en économie de pied de guerre et qu'il faut en gros dépenser beaucoup d'argent pour préparer la guerre et réarmer, dans ce cas-ci, l'Europe, les États-Unis, etc., qui paye? Qui paye pour la guerre? Et ça, c'est un sujet de gauche ou de droite. Parce que dans l'histoire du monde, c'est toujours les riches qui ont payé pour l'effort de guerre, parce qu'ils voulaient protéger leur capital productif du bombardement, de la destruction. Parce que c'est quoi une guerre? C'est une destruction de capital culturel, de capital physique, de capital financier, de capital immatériel. Et donc, c'est un peu ça, c'est ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que les riches veulent s'extraire de leur rôle de payeur de dernier ressort d'une économie de guerre parce que le capital est très liquide et qu'aujourd'hui, le gros de la fiscalité est porté par le travail. Et c'est pour ça que la gauche, elle ne veut pas en parler. Parce qu'il faut trouver, dans un moment où les gens sont hyper remontés, le pouvoir d'achat, le logement, les inégalités, etc., si tu veux parler de guerre en plus, ça plombe quand même grossement l'ambiance. Et que la gauche s'est focalisée sur les conflits internes à la société. Les Mmh. conflits de génération, les retraites, pas les retraites, les conflits entre les riches et les pauvres, les conflits entre les urbains et les ruraux, les conflits entre les gens de différentes origines. Et si tu La veux, gauche préférait une guerre civile à la limite, plutôt qu'une guerre mondiale. elle préfère pas. Mais en tous les cas, c'est devenu cette gauche qui n'est plus une gauche inspirationnelle, soyons très Mmh. honnêtes, aux Mmh. États-Unis comme en France, comme Absolument. en Angleterre. Elle préfère opposer. Opposer, Mmh. opposer, opposer. Elle préfère le conflit intérieur. Et donc, c'est pour ça que la droite joue à se faire peur, mais avec une absence de responsabilité. Donc, moi, c'est ça qui me choque presque le plus, si tu veux. C'est le truc de dire, quand de nouveau Macron revient à la télé en 25, en mars de nouveau, pour nous dire on est en guerre contre Poutine, et à la fin, il dit on n'augmentera pas les impôts. Moi, je me dis là, il y a une couille dans le Faudrait potage. savoir. Exactement. Et les Allemands ont très bien compris. Tu sais, ils ont augmenté leur effort de guerre. Là, ils ont dépensé presque 500 milliards sur 10 ans que pour le financement des armes, enfin du réarmement, plus 500 sur l'infrastructure. Et en fait, les Allemands, qui sont quand même des gros orthodoxes du budget, alors qu'ils ont de l'espace d'endettement et de l'espace budgétaire, ils vont avoir 4% cette année, si tu veux, c'est un tabou majeur, mais ils te disent en fait, on peut pas seulement s'endetter pour l'effort de guerre parce que la guerre, enfin la préparation de la guerre, c'est des recettes fiscales structurelles qu'il faut trouver. Parce que tu augmentes les points de PIB que tu dépenses sur l'armée, si tu veux les mettre à 2, 3,5. Et donc, en fait, il faut trouver des recettes fiscales là-dessus. Et donc, c'est très intéressant de voir que même les pays qui sont aujourd'hui, ceux qui vont mettre vachement au pot, quoi, pour aller réarmer pour de vrai et pour avoir une forme de dissuasion, c'est des pays qui comprennent que l'équation économique, c'est une équation qui n'est ni de gauche ni de droite, mais Ouais. qui a malheureusement des impacts et sur ceux qui votent à gauche, parce qu'il va falloir envoyer les enfants au front à un moment donné, et ceux qui votent à droite, il va falloir payer pour protéger son capital. Et c'est là où je trouve que, si tu veux, ça s'appelle conversation capitale, donc il faut un peu replacer dans le long terme. C'est ça qui manque dans la conversation. Tous les gens, moi je trouve que c'est génial qu'on retrouve tous les généraux, les diplomates, tous les va-t-en-guerre sont partout sur les plateaux, dire ah c'est la guerre, si tu veux c'est leur moment. Moi en tant qu'économiste, ce qui me gêne, c'est qui paye, quels sont les effets redistributifs, comment on s'arrange, qu'est-ce qu'on fait différemment cette fois-ci pour pas que la guerre soit portée principalement par les gens les plus vulnérables. Tout ça, c'est une discussion qu'on n'a pas. Et si tu veux, c'est une discussion qui va forcément toquer aux portes très très vite.
Et c'est la décision que tu devras avoir parce que c'est elle qui va vraiment jouer sur l'allocation du capital, sur le partage de la valeur ajoutée, sur le financement de l'innovation. Est-ce qu'on va remettre tout, la captation du capital en effort de guerre? C'est un vrai sujet. Si tu fais que de l'innovation pour la défense, après tu attends que cette innovation soit diffusée. Par exemple, les LLM, on pourrait très bien dire la France est très bonne dans les modèles fondationnels. Et donc en fait, on va faire une politique industrielle où on met plein d'argent dans l'IA, mais ça va aller à la défense d'abord, et puis on va faire un peu comme les Américains, à la fin, ça va diffuser Mais dans l'économie. Et ça, c'est un c'est un pari très fort, si tu veux, c'est pas du tout France 2030. Donc juste oui, pour mais c'est un peu ça les sujets, quoi. Pardon, j'étais un non, peu long, mais c'est désolé. intéressant ce que tu dis sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet que je connais bien. Moi, je suis pas économiste, hein, mais moi, j'avais dit justement, j'ai été très surpris que c'est pas une ministre, mais en disant que le secrétaire d'État au numérique et à l'intelligence artificielle soit placé sous la tutelle d'abord de Bercy et ensuite de l'éducation supérieure. Et effectivement, j'étais le premier à dire: «Mais foutez ça sous la tutelle de la défense», parce que c'est véritablement un enjeu de défense et on le voit bien aujourd'hui que c'est le cas. Est-ce que et c'est ça qui me fait dire: «Est-ce qu'on comprend bien où est-ce qu'est l'enjeu?» Quand on voit et quand on regarde l'actualité, l'intervention des États-Unis au Venezuela, alors je vous pose la question d'ailleurs, quelles sont les motivations de Trump? Tout le monde dit: «Bien évidemment, il va chercher les réserves de pétrole au Venezuela». C'est peut-être le cas, en tout cas, c'est ce qu'il dit publiquement. Ce qui me fait dire que je suis pas certain que ce soit le cas parce que c'est un tel menteur, Trump, que quand il parle publiquement et qu'il envoie J.D. Vance dire aux Américains: «On vient de mettre la main, reprendre le contrôle sur ces 300 milliards de barils vénézuéliens», je me dis qu'en fait, il doit cacher autre chose. Est-ce que c'est pas, on sait bien que la dissuasion nucléaire, plus personne ne croit qu'un État est capable d'appuyer sur le bouton nucléaire, mais que là, ce qui est véritablement montré, et d'ailleurs J.D. Vance le dit dans sa dernière intervention, c'est de montrer de la capacité d'intervention dans un Ouais, pays c'est la externe, dissuasion, tu raison. et c'est de la dissuasion sans qu'elle soit nucléaire et de façon chirurgicale. S'il faut aller chercher le président d'un État corrompu, un Ouais, dictateur, nous les Américains, on sait le faire. Ça fait 70 morts. On capture le président, on le ouais. ramène et on montre au monde entier que le shérif s'occupe en fait de l'application de la loi. Comment est-ce que nous, on se situe par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression qu'en France, en Europe, je suis en France en ce moment, personne ne sait lire ce truc-là. Personne ne sait réagir face à ça. Frédéric? Ouais, je pense que, bah, tu as tout à fait, tu tout à fait raison sur, les motifs cachés. La démonstration, c'est vrai que la démonstration est très forte, qui a été faite là. C'est un petit peu aussi on l'avait vu aussi, en Iran, hein, les frappes extrêmement bien placées, que ce soit, celles des Israéliens ou celles des Américains. C'est effectivement la capacité à démontrer hors nucléaire, heu, que l'on est capable d'agir avec force. Mais au fond, c'était une spécialité française pendant très longtemps en Afrique, hein, de faire des trucs comme ça. On l'a fait abondamment et rien ne dit qu'on ne sache plus le faire du tout. Et ça va être une question, je pense que ce que tu poses là, ça va être une question de toute manière pour les pays européens fondamentalement, eux aussi de répondre à leurs intérêts économiques, y compris, par les mêmes moyens. Il va falloir à un moment donné, faire ça et prouver, et on a bien vu, je ne sais pas si vous avez vu dans les jours passés, les reproches qu'on a fait à Macron de ne pas en dire assez contre, l'opération américaine, la déclaration de Gabriel Attal dans l'autre sens, qui était assez incroyable, hein, qui disait: «Voilà, il faut réaliser qu'on est revenu dans le monde de la force, Ouais. et il va bien falloir qu'on se positionne dans ce monde de la force». Quelqu'un qui est au centre, théoriquement, de l'échiquier politique, qui nous parle comme ça, c'était relativement inhabituel. Ouais. Donc oui, je pense que quelque part, oui, on n'en parle pas assez, mais oui, ça commence à se passer. Il faut pas non plus ce qu'il faudrait pas penser, c'est qu'il se passe rien, en Europe, par rapport à ça. Il y a quand on regarde concrètement, les évolutions, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais dans les 2 dernières années, les prises de commandes pour l'industrie de défense française venant d'Europe, c'est 61 des commandes pour la France. Bien sûr. Ça s'est jamais passé. Ça s'est jamais passé. C'est-à-dire que au moment quand on nous dit par ailleurs, vous savez, on nous dit tout le temps: «Oui, l'Europe commence à réagir, commence à prévoir des dépenses de défense, mais tout part aux États-Unis». Alors, c'est vrai, il y a un effet de disponibilité sur étagère. Le matériel est disponible, les unités de production sont disponibles et donc on achète massivement là, c'est un fait. Mais pour les pays
qui vendent des armes, qui sont structurellement des exportateurs d'armes, eh bien, en fait, on s'aperçoit que la commande européenne, elle va beaucoup, beaucoup plus vite que l'ensemble de la commande. Bah, parce que le stock aussi est ridicule. Il y Sur le avait il y stock, avait hein. cet effet-là, mais non, mais il y a aussi, pour beaucoup, une réallocation de il y a un début de réallocation vers l'Europe derrière ça, et qui est assez peu vu, tellement l'effet disponibilité joue fort dans l'histoire. OK. Je voudrais qu'on passe maintenant du côté des entrepreneurs. On va jongler comme ça pendant cette, émission entre, investisseurs, entrepreneurs et changer de casquette, même si, les entrepreneurs sont aussi des investisseurs et il y a peut-être aussi des investisseurs qui sont des entrepreneurs. Mais, je posais la question dans l'introduction de l'exit, c'est-à-dire de revendre son entreprise et ça, c'est une question que les fondateurs, d'entreprises se posent régulièrement. Est-ce que je dois vendre mon entreprise maintenant ou est-ce que je dois attendre que justement les conditions, politiques, géopolitiques, économiques, changent, s'améliorent? Avant, la réponse, elle était relativement simple. Tu vendais quand les valorisations étaient élevées et que ton business était au meilleur de sa forme. Frédéric, tu sais de quoi je parle et le timing, c'était une question de cycle de marché et de performance de ton entreprise. Aujourd'hui, il y a une nouvelle variable, c'est justement ce risque géopolitique. Ça ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que les valorisations sont élevées et que ta boîte, performe bien en ce moment, mais tu es face à des risques géopolitiques. Par exemple, moi, je vous le dis aux États-Unis, ce que j'entends ici dans la Silicon Valley, quand on parle de chaîne de valeur, moi, j'entends aux États-Unis, des entrepreneurs ne plus parler de global supply chain, mais il parle de resilient supply chain. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que my supply chain, la question n'est pas est-ce qu'elle est optimale, mais est-ce qu'elle est résiliente au monde qui nous entoure? Est-ce que j'ai fait les bons choix de fournisseurs? Est-ce que je ne suis pas trop dépendant, par exemple, de la Chine? Alors, ça peut détériorer mes marges, mais ça a une valeur énorme sur le marché que de démontrer que ma supply chain ou que ma chaîne de production, ma chaîne de valeur et résistante au monde géopolitique. Est-ce Ah, que c'est ça pour Ludo, aussi, ça. Alors Ludo après, est c'est vous les entrepreneurs. Moi ce que si tu veux, non, mais je sais pas si les c'est une entrepreneurs réponse un peu. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le temps de guerre, c'est le temps des flibustiers. ouais, C'est-à-dire que il faut être, le temps de paix, c'est le temps des régulateurs. Donc et les entrepreneurs, vous êtes plutôt plus flibustiers, régulateurs. Je pense que c'est un temps de grand opportunisme. Est-ce que ça change la donne? Oui, c'est-à-dire que pour les entrepreneurs qui ont de la bouteille, c'est-à-dire qui ont déjà fait plusieurs boîtes, le jeu a complètement changé. Le fait que tu avais du scale, de l'échelle, par une meilleure adoption du numérique, par, une internationalisation, par, une montée en gamme produit et cetera, ça, c'est beaucoup plus compliqué dans un monde fragmenté. Un monde où la résilience a un prix, un monde où les coûts peuvent exploser du jour au lendemain sans vraiment de tu vois, il y a plus ce monde plat, quoi. C'est le monde n'est plus plat et donc pour des boîtes qui avaient un dividende, si tu veux, à l'internationalisation rapide, notamment les boîtes servicielles, tu vois, qui pouvaient être, à l'inception, très globale, tout ça, c'est foutu, quoi. ouais. L'autre truc, c'est, tout ce qui est mass market, quoi. Si je pense que quand tu as une boîte qui est très liée au consommateur, au pouvoir d'achat, dans un monde où il y a des pics d'inflation, ça change vachement parce que tu peux avoir des cycles beaucoup plus courts et beaucoup plus destructeurs de valeur et il faut avoir les reins très solides pour, passer ces cycles, tu vois? Donc, la réponse à ta question, c'est, Ça dépend. je pense que ça va être très darwinien. C'est-à-dire que tu as des entrepreneurs qui ont bénéficié, par exemple, d'une partie si tu veux, l'entrepreneur agile qui a fait son beurre sur je vais plus vite que la grosse structure parce que le monde me permettait d'aller plus vite, celui-là, je pense que ça sera plus difficile pour lui parce que les règles vont bouger plus vite. C'est pour ça que ça sera une autre forme d'agilité, une autre forme de résilience, une autre forme d'opportunisme, quoi. Et je pense qu'il va y avoir des entrepreneurs qui vont faire florès dans cette période-là. Notamment C'est ceux qui sûr. peuvent, par exemple, tu parlais du militaire, tous ceux qui font du dual use aujourd'hui, il y a tellement de capitaux à lever parce que l'écosystème de défense est tellement peu structuré que d'ailleurs, c'est très compliqué. Si tu veux, Tu peux expliquer, on en Ludovic, parle. le dual use, peut-être que Bah, les c'est gens les n'ont pas entreprises qui arrivent à avoir, si tu veux, un objet civil, un objet militaire.
Mmh. C'est-à-dire qui arrivent à avoir une techno qui peut Un très, très bien drone, marcher dans par exemple un DJI drone, en Chine, par exactement. Ouais, exemple, ouais. Des le robots, drone tu qu'on vois? Des robots achète qui pour peuvent ton être des gamin à mineurs. Noël Bien et sûr. celui Voilà, qu'on c'est ça. retrouve sur le terrain de guerre est le même, quoi, ou Si tu des usines, tu peux fabriquer du matos, quoi. Ouais, c'est ça l'idée, quoi. Exactement, c'était un peu, tu sais, l'histoire de Internet of Things, quoi. C'est-à-dire Mmh. que ceux qui pouvaient faire du Internet of Things, c'est ceux qui avaient des usines pour commencer. Bah, aujourd'hui, ceux qui veulent faire du militaire, c'est ceux qui peuvent avoir qui ont des usines pour commencer. Il faut juste les reconditionner, si tu veux. Donc, par exemple, la défense, c'est un bon secteur, tu vois? C'est très fascinant. Il y a eu cette fascination pour la défense parce qu'en période sur le pied de guerre, il y a énormément de dépenses publiques et de commandes publiques qui va dans la défense. Et donc ça attire vachement les entreprises de ces secteurs-là. C'est pour Clair. ça que les valorisations des boîtes de la défense, elles ont explosé, quoi. À des points d'ailleurs qui sont pas mal parce que tu sais même pas si elles savent le faire, le truc. Et tu vois Trump hier, par exemple, qui dit: «Bah, nous, on va remettre au pot, sur la défense, mais je vais aller chercher les super profiteurs». Et je vais caper les rendements. Il va pas y avoir de révolution, il va pas y avoir de paiement de dividendes. Et c'est ça tout le truc. C'est qu'en fait, si tu comptes faire de la défense à la papa, ça ne marchera pas. Parce que quand Justement. tu es en économie, pardon, vas-y. Non, non, justement, je vais rebondir et je voulais écouter Fred en citant une entreprise américaine qui, je sais, va le faire bondir et qui a un bon Ça commence exemple et par un qui P et ça finit par ralentir, je pense. Mais bon. oui, pareil, il y a celle-là, mais pas simplement celle-là. Je voulais parler aussi de Anduril, Anduril. qui est une société où son entrepreneur, son fondateur arrive en chemise hawaïenne Ah ouais, ouais. et on tombe sur scène pour nous vendre Des des machines de guerre avec des machines de guerre qui ont été pensées de façon hyper moderne. C'est-à-dire quand tu parles de ces dinosaures de l'armement, Lockheed Martin, Boeing ou les autres, en fait, on en est très, très loin. Là, on a effectivement une entreprise avec un fondateur à sa tête qui représente une modernité absolument incroyable et qui a poncé aussi toute son entreprise sur un plan géopolitique. D'abord par ses contrats, mais aussi par la fabrication de ces armes qui ont lieu sur le territoire américain. C'est ça que je disais aussi, ça suffit pas de créer une boîte avec une bonne idée et avec des modèles traditionnels, il faut aussi prendre en compte la géopolitique actuelle. Donc, quand on regarde l'Europe et la France en particulier, ils ressemblent à quoi, Frédéric, nos fabricants d'armes? ah, J'en le ai pas encore vu en chemise hawaïenne et en tongs, hein. Non, c'est pas trop le truc. Je pense qu'en fait, tu vois, il y a quand même effectivement il y a tout plein de fabricants, aujourd'hui, de drones autour de Toulouse, autour de Bordeaux. Tu commences à trouver quand même vraiment une économie qui produit ça. Je sais plus le nom de j'étais avec un gars il y a pas très, très longtemps à l'Académie des entrepreneurs. Je suis dés s'il me voit, il pourra mettre le nom en commentaire. J'ai oublié le nom de son entreprise, mais qui me confirmait qu'en fait, il vivait une euphorie, considérable aujourd'hui et c'est quelqu'un parce que tu me demandes à quoi il ressemble, mais c'est un entrepreneur comme toi ou moi. C'est-à-dire qu'en fait, il est peut-être D'accord, pas en tongs et en chemise ils hawaïenne, existent, mais quand ouais. tu poses vraiment cette question de cette génération d'entrepreneurs, oui, on en trouve des comme ça. Il y a peut-être quelque chose chez le boss d'Anduril qui est, très spécifique. Je pense qu'il a conscience de jouer, sur le cynisme et que, sur un certain cynisme en faisant ça, il en a très certainement conscience. Il en rajoute un peu, heu, mais en tout cas, oui, on trouve des gens comme ça. Moi, pour prendre l'ensemble de la question que tu as posée tout à l'heure tu as aussi posé la question, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut garder son entreprise? J'écoute ce que dit Ludovic qui est très intéressant. C'est dans Mmh. une situation comme on vit aujourd'hui, peut-être que si on est un flibustier et qu'on a un navire qui tourne un peu, quoi, en fait, c'est-à-dire qui est en ordre de marche, c'est peut-être intéressant de le garder parce que pour aller, faire des coups à Totalement droite à d'accord. Bah, gauche voilà, c'est et ça. peut-être que c'est pas le moment de vendre parce que justement dans une situation de chaos peut-être, hein, qui se présente, et comme on citait, Game of Thrones et Littlefinger, chaos is a ladder, c'est-à-dire que c'est dans ces situations-là où il y a des opportunités naissent dans le chaos et quand tu es un flibustier et que tu as une boîte qui marche un petit peu, peut-être que c'est le moment de la garder. J'en sais rien, Mais oui, je oui, pose tu cette tu question. parlais tout à l'heure, tu citais, fort justement ah non, c'était Ludo qui citait fort justement l'Internet of Things, à un moment Oui. donné. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans cet espace avec Pentalog à l'époque, et c'était extrêmement intéressant parce qu'effectivement, en particulier, la santé préemptait, en fait, préemptait, très fortement ce secteur et rentraient là-dedans des gens qui avaient soit l'électronique, du device, soit ceux qui connaissaient la mesure médicale, soit ceux qui savaient faire du logiciel, mais les 3 pouvaient y aller.
et effectivement, si je suis persuadé que si je dirigeais encore une entreprise de services IT en ce moment, je suis sûr et certain que j'irais faire quelque chose dans les clouds de défense ou des choses comme ça, que j'irais, chercher à rentrer là-dedans. Heu, donc ce que je pense, moi, vraiment, d'un point de vue de l'identité, enfin, plutôt de la personnalité, d'un entrepreneur en ce moment, si il avait eu l'idée de vendre et qu'il a pas vendu aujourd'hui, effectivement, il y a, forcément des perspectives. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même de la nouveauté dans tout ça. Dans cette notion de résilience dont on parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui, en ce moment, est favorable à l'entrepreneur européen, et français. Aujourd'hui, ses comptes à lui en euros, quand il achète une entreprise en dollars, ça vaut, il est du bon côté du système, tu vois? Il a un discount de 20, et ça c'est Voilà, ou 20 ou 25. Deuxièmement, il dispose de taux plus faibles que de l'autre côté, de l'Atlantique. Ouais. Donc en fait, à l'intérieur de tout ça, quand je si je regarde, s'il faut se reconfigurer, tu vois, comme une protéine, en ce moment, C'est ça qu'il faut heu, faire. bah, tu vois, voilà, je me dis que il faut aller acheter ailleurs, il faut aller acheter en zone dollar, Mmh. il faut travailler sa supply chain. Je veux dire, ça fait moi 10, 15 ans que je le dis, à mes clients qui parfois étaient, trop franco-français. Ils s'étonnaient de pas avoir accès, à des marchés étrangers, mais quand tu rentrais dans leur boîte à Paris, il y avait pas un gars enfin, on parlait pas anglais, il y avait pas un gars qui venait de l'étranger dans cette boîte, et cetera, et cetera. Tu t'étonnais que ça déborde pas du périph'. Donc là, il y a quand même une opportunité, il y a quand même une opportunité. Ça a changé tout ça, ce que je dis là, ça a changé quand même. Mais il y a quand même une opportunité, vraiment, vraiment très forte au travers de tout ça. Moi, je pense que oui, et rajoute un dernier truc que tu connais encore mieux que moi, c'est que à l'instant présent, on a des capacités de projection, avec l'IA, et quand On on va en sait parler. l'utiliser, de projeter une entreprise qui est considérable. Bref, toute la phase d'inception de ton entreprise, toute la phase de prototypage, et cetera, n'a jamais été aussi rapide. Donc moi, si je prends tous les paramètres de l'équation qu'on a cités, que je me Ouais. dis les taux d'intérêt vont peut-être baisser, je suis peut-être plus acheteur que vendeur, plus investisseur que vendeur. Je voudrais revenir sur Ludovic et j on reste encore sur cette question des fusions et acquisitions et de savoir est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut, garder sa boîte. On a entendu, Frédéric qui en tant que bon entrepreneur dit, il est plus, investisseur que vendeur. Hem, le J'ai pas dit investisseur financier, hein, j'ai dit investir Oui, voilà, investisseur dans ta boîte quoi, en dans fait, ta boîte, quoi. ouais, c'est exactement. Le marché mondial des fusions-acquisitions, il a rebondi de 3 000 milliards de dollars en 2025, c'est plutôt une bonne nouvelle et je te pose la question parce que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure Ludovic, mais quand on regarde les délais pour finaliser les transactions, on se rend compte que ces délais, ils ont doublé. Pourquoi? Parce que justement en Europe et comme on n'est pas passé dans une économie de guerre en Europe, on est encore en temps de paix, les régulateurs sont très présents et que, la géopolitique et les lois d'antitrust scrutent chaque transaction de très, très près, qu'en fait et ces transactions, elles prennent un temps aujourd'hui pas possible, alors qu'aux États-Unis, on sent que et on le voit bien notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, on voit les acquisitions qui sont faites aujourd'hui qui n'en sont pas, ce sont des acquisitions, Canada Dry. On explique, Nvidia vient Ouais. d'acheter par exemple Grok. Il ne s'agit pas d'une acquisition, c'est un deal de licence. Il est même non exclusif, mais pourtant, Nvidia souhaite mettre 20 milliards de dollars sur la table pour faire l'acquisition de la technologie, de Grok, sans prendre la possession de la boîte. Pourquoi? Parce que une boîte cotée comme Nvidia, faire un deal, un M&A comme celui d'Nvidia, ça prendrait 9 à 12 mois rien qu'à préparer, en fait, une acquisition comme celle-là et on n'est même pas certain qu'elle serait acceptée par la FTC aux États-Unis et par le régulateur. Donc, ma question aussi, elle est, justement, si on est à l'aube, d'une économie un peu chaotique, ou voire même d'une situation de guerre, est-ce que, la régulation européenne va permettre cette, facilité, cette rapidité d'exécution que l'on trouve plutôt aujourd'hui aux États-Unis, par, un assouplissement des règles et de la réglementation et de la régulation? La réponse courte est non. C'est pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle le rapport Draghi et l'autre qui s'appelle le rapport Letta, si tu veux. Il y a le vrai sujet, c'est la vélocité de circulation du capital. Ça, Oui. c'est le nerf de la guerre, quoi.
c'est qu'aux États-Unis, le capital circule beaucoup plus vite. Alors pour plein de raisons, mais tu vois, par exemple, les délais de paiement, le bas de bilan en Europe, c'est un énorme sujet pour le rendement du capital aux investisseurs. Alors on a fait plein de revolutions, de paiement de dividendes, et cetera en Europe, mais si tu veux, il y a une frilosité. Tu parlais des deals tactiques, hein, c'est vraiment de la reconfiguration de protéines, c'est-à-dire que les deals qu'on voit, qui sont des deals de propriété intellectuelle, hein, pas des deals au sens propre, ça a fait les choux gras, si tu veux, des États-Unis sur le deal flow de 2025, mais avec en plus un effet accordéon qui a été sur l'incertitude Trump. Tout se fige au moment du Liberation Day, tout te rouvre sur la deuxième partie de l'année. Et d'ailleurs, le mois de décembre, sur par exemple, les distributions du private equity sont énormes. C'est un mois record, tu vois, alors qu'il y avait eu un vrai creux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette capacité, c'est vraiment l'histoire de la second chance, quoi. Les États-Unis, la vélocité de circulation du capital, elle est psychologique. Il faut que ça bouge au point où, bien sûr, ça crée des bulles. Bien sûr que tu as des trucs qui puent dans l'IA, où tu as des cycles de dette qui sont liés. Tu vois, les data centers, L'économie ça va être des circulaire. actifs échoués. Bien sûr, il y a un truc autour d'eux, c'est ce qui fait la force et ce qui fait aussi le risque de crise plus fort, plus accru, tu vois. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que l'Europe peut prendre de ça? C'est sûr que moi, j'aimerais que la vélocité du capital augmente en Europe. Quand je vois, par exemple, des boîtes qui sont en veilleuse, moi, je les appelle comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'antichambre de la faillite. Alors, il y a la faillite, il y a le droit des faillites, on pourrait en parler. Tu vois, en France, c'est quand même un cas d'école. L'actionnaire est toujours favorisé par rapport aux créanciers. On privilégie l'emploi, la création de valeur. Enfin, mais de manière générale, le vrai sujet, c'est aussi que en Europe, il y a des boîtes entières qui sont dans l'attente. Si tu veux, la boîte devient une coquille sur laquelle se servent les familles, au lieu de remettre au pot. Quand tu vois la croissance du CAPEX depuis 2021, tu vois la grande ouverture, on parle des ordres de grandeur de CAPEX qui sont 4 fois, 5 fois plus grands aux États-Unis. Et avant hier, c'était déjà 3 fois plus gros. C'est-à-dire qu'il y avait de l'ordre de 8% de croissance du CAPEX en Europe 21-23, donc ça c'était un peu avant l'avènement de l'IA, on va dire, même si ça a commencé. C'était 20 fois, 24% aux États-Unis. Donc il y avait déjà, si tu veux, une reprise. L'inflation, par exemple, eux, dès qu'il y a de l'inflation, ils investissent. Ils ont cet effet nominal. Nous, dès qu'il y a de l'inflation, on comprime les coûts, on fait de la trésor, on fait de l'optimisation. On est Et pareil. ça, c'est donc oui, il faut le 28e régime. Ça, c'est le truc de l'État. Il faut vraiment qu'on l'union des marchés de capitaux. Ça, c'est le truc de Draghi. Il faut absolument moi, c'est mon cheval de bataille absolu. Il faut qu'on utilise l'euro comme une monnaie politique. Il faut vraiment Oui. qu'on arrête de penser que c'est bien d'avoir des marchés entièrement dénominés en dollars, de pas avoir d'actifs sûrs plus que la dette allemande et tout, etc. Tu vois, mais si tu veux, c'est le malheur de l'Europe. C'est d'ailleurs le malheur de la France aussi. C'est qu'on connaît la liste. C'est mon malheur à moi pour perdre du poids. Je connais, si tu veux, le contenu nutritionnel de tout ce que je bouffe. Mais je vais quand même craquer pour la tablette de chocolat sur les salsifis. Tu vois, et donc, c'est un peu le problème de l'Europe. C'est qu'on connaît le truc. En revanche, on a un problème d'exécution enfin, de mise en œuvre qui est majeur, quoi. Et donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, on n'est pas compétitif, pas au sens d'Ursula et son omnibus et tout ça. On n'est pas compétitif parce qu'on ne veut pas faire circuler le capital. Et, et ça revient un peu à la responsabilité de nos élites, la responsabilité de nos États, et notamment des partenaires publics-privés, et la responsabilité de nos organisations financières, nos banques, nos marchés, et cetera. Et donc, il faut vraiment qu'on active la machine. Si tu veux, il faut la mettre un peu en surchauffe. On a vraiment besoin de ça. Et c'est pas nouveau, hein, c'est depuis la crise financière, on n'a jamais réussi à remettre un peu la machine en surchauffe. Il faut absolument qu'on réapprenne à faire ça. Dans cet environnement-là, c'est le truc qui peut nous permettre de rattraper une partie du retard avec les Chinois et les Américains. Surtout qu'on a de la marge, quoi. Surtout Ah oui, oui, on a énormément de marge. C'est-à-dire que, finalement en 2025, on a, l'euro qui surperforme à peu près toutes les monnaies du monde, qui fait jeu égal avec le franc suisse, faut quand même le faire, qui surperforme le bitcoin, qui surperforme, à peu près tout, quoi. Donc on a beaucoup, beaucoup de marge pour, laisser aller un peu. On a des réserves d'épargne phénoménales, on peut se lâcher, quoi. Alors, on arrive un petit peu à mi-parcours. Il nous reste encore quelques sujets. J'avais envie d'utiliser un petit sujet de transition que vous allez aimer. C'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est dans une bulle de l'IA ou pas, en fait? Et puis ensuite, derrière, on va parler des cryptos, de l'or, des actions, savoir comment diversifier son portefeuille justement entre ces différents assets. Et il nous restera une dernière partie qui est une partie beaucoup plus économique, à savoir est-ce qu'il faut investir plutôt en Europe, plutôt aux États-Unis, plutôt en Asie? Ça sera le dernier point. Donc là, en guise de transition, 57 des investisseurs mondiaux considèrent que l'éclatement de la bulle IA, est le risque numéro un pour 2026.
Ma question pour vous, je sais pas si Ludovic, tu veux commencer. Est-ce que tu fais partie de ces 57? Si tu veux, oui, parce que c'est le truc qui peut vraiment faire corriger le marché action. Mmh. Après, une correction du marché action, c'est pas oui, ça va faire augmenter un peu les coûts de financement, donc le marché du crédit va prendre un pet. Oui, ça va forcément, de nouveau mettre un coup de feu sur le marché du private equity, les marchés non cotés, parce qu'ils sont quand même très liés aussi à cet avènement, numérique, en devenir. Donc quelque OK. part, je partage que c'est le premier sujet, principalement parce que les autres sujets n'ont pas l'air, si tu veux, de déranger les marchés plus que ça. Quand tu regardes ce qui se passe au Venezuela, tout le monde s'en fout. Du moins les marchés s'en foutent un peu et ça c'est fascinant. Enfin quand tu te dis, parce qu'il y a l'effet de surprise, il y a, la captation des ressources pétrolières, il y a, le retour de la doctrine Monroe, il y a quand même, tu vois, Done le row, Groenland, done row. ouais c'est Monroe maintenant, mais, ça c'est et donc si tu veux, quelque part je peux comprendre que c'est le truc qui crispe parce que c'est ce qui a tenu la croissance américaine et que c'est la croissance américaine aujourd'hui qui tient le marché action mondial et donc c'est pour ça. Après moi, ce que je pense qui est vraiment, dans le pas enfin qui pourrait vraiment nous surprendre, ça serait vraiment une résurgence de l'inflation. On la voit déjà aux États-Unis, mais elle pourrait être pire et surtout s'il y a aucune crédibilité de la Fed, tu vois? Le pivot de mai pourrait être très coûteux. Imagine, il met, quelqu'un qui est un qui affidé et qui décide de faire une baisse de taux de 50 points de base, les marchés paniquent. Enfin, il y a vraiment, tu vois, une possible crise financière importante qui pourrait se venir de ça et ça, c'est lié aussi, à l'inflation. Pareil en Europe, l'inflation de la guerre ou de l'économie de guerre, c'est un truc qu'on n'a pas du tout dans les cartes aujourd'hui. On s'attend tous à ce que les taux baissent lentement. Ça pourrait quand même surprendre. Ça pourrait de nouveau, si tu veux c'est pour ça que les gens, la comparaison avec les années 70 revient, là, le pétrole est à son plus bas. Donc si tu veux, le risque que tout le monde regarde et qui est là et pour moi qui est un risque assez modéré puisqu'au final on pourrait avoir encore une bonne année, ça pourrait se déflater tout seul, bon. Mais c'est le risque de l'IA. Après, le truc qui est pas dans les prix, mais qui pourrait être compliqué, c'est en effet plus autour de cette inflation liée aux frictions, à la guerre, à la fragmentation. Parce que ça, c'est pour le coup, ça pourrait être presque plus délétère. On l'a vu en 2022, c'est tout qui corrige d'un coup, c'est les institutions qui sont malmenées, et c'est encore plus de polarisation en interne et entre les pays. Parce que l'inflation, c'est créateur de conflits, quoi. Et donc ça, je pense que ça pourrait être le non-dit ou le truc un peu le unknown, même si tout le monde en parle déjà, donc c'est pas vraiment unknown. Mais l'IA, c'est le truc qui occupe tout le monde. À raison, c'est le truc où c'est le plus bulleux, quoi. Vous savez ce qui se dit dans la Silicon Valley en ce moment? C'est que les actions que sont en train d'entreprendre, Trump, c'est en fait que, l'administration américaine et par sa proximité avec la Silicon Valley, c'est que les GI, c'est-à-dire cette intelligence artificielle générale est là à quelques mois, on y est presque quoi, en fait, quoi. Et que justement ça va être un bouleversement colossal, Civilisationnel, ouais. civilisationnel absolument énorme et que, il est absolument important de mettre la main sur un maximum de ressources, que ce soit des terres rares ou de l'énergie, pour pouvoir, mettre en branle, ce changement civilisationnel puisque les GI est là et on est peut-être à 12 ou à 18 mois de les GI. Frédéric? Ouais, ça, Alors si c'est c'est le cas, l'Europe est dans une mer de noir, hein, je peux vous le dire, parce qu'on n'a ni les GI, ni les ressources, ni, l'énergie, ni les terres rares, quoi, en même temps, hein. il y a des gens qui ont du mal à croire dans le discours de l'AGI et Oui. y compris dans la Silicon Valley. Alors, je suis pas placé pour savoir, si ça, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je crois que sur le fond, il y a quelque chose d'absolument, heu, vrai sur cette histoire de mettre la main sur toute forme de ressources. On voit bien, je veux dire que ça s'incarne parfaitement au Groenland, ça Ou en s'incarne. priver ses adversaires, hein. Oui, oui, pour en priver les adversaires et je pense que malheureusement, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense aussi qu'il y a quand même aussi quelque chose d'un petit peu différent. Il y a un petit côté symbolique, Mmh. il y a un petit côté symbolique du pétrole chez Trump. Trump, il fonctionne au pétrole et ça fait partie de c'est très marrant parce que ça fait partie de son petit jeu avec Musk aussi. Musk, il est électrique et Trump, il est au pétrole
Et donc je pense qu'il y a un Musk qui revient en politique. et Musk revient en politique Ouais, Il est en c'est justement train, et incroyable, il hein. est en train de revenir. c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'il y a une petite opposition entre ces 2 personnages qui se rencontrent, qui se côtoient, qui se haïssent et s'apprécient, ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a chez Trump aussi quelque chose qu'il redonne aux Américains, quelque chose qui est: «Je vous donne du pétrole. Si vous avez toujours été heureux quand vous aviez du pétrole, eh bien je vais vous donner plus de pétrole». Et finalement, le rêve américain, il est toujours à base d'automobile, il est toujours à base de fumée, quoi. Quelque part, il est à base de fumée et donc on Mais aime les la fumée. fusées, ça fait énormément de fumée, hein. Ils adorent ça aussi, Et les hein. fusées, ça fait plein de fumée, ouais, énormément. C'est gros producteur de malheureusement, je crains qu'il y ait de ça. La prévarication des ressources, de la planète, entièrement détournée vers les États-Unis autant que possible. OK, on parle crypto, ça vous branche? Allons-y. Alors on va parler, d'allocation d'actifs. Où mettre son capital dans un monde, fragmenté par la géopolitique, comme on vient de le voir. Il y a plus de zone totalement safe. Tous les choix comportent, des risques, qu'ils soient financiers ou réglementaires. Les États-Unis, puissance économique et technologique incontestée, mais instabilité politique croissante. On rappelle qu'il y a des élections à mi-mandat, en novembre cette année. Elles vont être importantes. Il se passe des choses aussi, je rappelle que Trump a sa promesse, c'était de s'occuper des problèmes des Américains, sur le sol américain. Or là, il nous fait une petite diversion avec le Venezuela, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va récupérer le pétrole. Comme tu dis, ce discours-là avec le pétrole, il résonne avec le peuple américain. Ouais. «J'y étais pour vous redonner un truc que vous connaissez, que vous aimez, voilà du pétrole». C'est une façon de renouer avec, la politique nationale. Des bavures, policières notamment ces derniers jours, ICE qui est de plus en plus contesté, qui, met, la population américaine qui continue de polariser, je regardais les stats, dans un article du Grand Continent, très, très bien fait qui expliquait que, la polarisation, aux États-Unis était au même niveau qu'à la fin de la guerre de sécession. Donc ça donne à peu près, le niveau de polarisation aux États-Unis. Moi, je suis toujours très surpris qu'en France, de tout le monde met les Américains dans le même sac et tout le monde pense que tout le monde est derrière Trump. C'est absolument faux. J'arrête pas de le dire. On le dit souvent dans Silicon Carnet. Non, c'est pas vrai. Les États-Unis ne sont pas tous trumpistes. MAGA représente 15% de l'électorat et il y a quand même une population qu'on appelle les indépendants qui représente 40%, qui est absolument colossale, et les démocrates représentent encore 30-35%. Donc, c'est pas n'importe quoi. L'Europe, stabilité politique relative. On a vécu une année 2025 un peu compliquée. Quand on parle avec les entrepreneurs, ils nous disent: «Merde, on n'avait pas de gouvernement en 2025, on a eu du mal à avoir un budget», je sais même pas si on en a toujours un. Une croissance économique assez faible, une bureaucratie très lourde et une dépendance énergétique. L'Asie, alors vous aurez au loisir à dire que tout ce que je dis est une connerie. Je sais pas L'Asie, comment on on va se y voit souvenir de tout ça, lui. Carlos. notez, prenez des notes. Je fais L'Asie, ça, moi je prends des notes. voilà Je l'ai pas fait, je commence à regretter, là. et je termine avec l'Asie, opportunité de croissance massive, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est, mais des tensions là aussi politiques énormes entre la Chine, Taïwan, le Japon et les États-Unis. Est-ce qu'un conflit avec Taïwan, autour de Taïwan, mettrait toute la région en danger? Bref, ça m'a l'air d'un joyeux bordel tout ce truc-là. Donc, où est-ce qu'on met ses billes? Aux États-Unis, en Europe ou en Asie? Ludovic? Partout, mon colonel. Le sujet, c'est, Ah, me fais pas du en même temps à la Macron, non, hein. non, moi Il y je a fais pas ça, moi. 33% aux Heu, États-Unis, 33% en Europe, 33% en Asie, c'est ça? Vous non, pensez? non, Là, ça il peut dépend d'où rajouter tu encore une viens. fois, ça dépend. Non, non, oui, ça dépend d'où tu viens. En fait, mon point, c'est, moi, je questionne vraiment l'hypothèse de diversification comme un rempart, absolu contre tout ça. Je trouve que c'est un peu la rengaine de toutes les banques et tout ça, Ouais. diversify, ils sont tous Mmh. et je pense que c'est pas vrai. Ou si c'est vrai, il faut rajouter, mais pas comme avant. C'est-à-dire qu'il faut diversifier en minimisant les points d'interface de friction. C'est-à-dire qu'il faut être investi partout, mais sans avoir de transfrontalier. Ce qui est très, très dur. C'est-à-dire il faut Explique savoir ça. faire
Bah, il faut savoir faire du circuit chaud, du circuit froid. C'est-à-dire que D'accord. si tu as du c'est un peu comme regarde, c'est la Russie. Regarde les boîtes là OK. qui se font épingler de nouveau parce qu'elles ont plein de cash en Russie. Tu qu'elles ont elles ont jamais notamment des boîtes cotées, hein, en France et cetera. Elles ont laissé le capital en acceptant de ne pas sortir l'argent de la Russie. Donc ça reste là jusqu'au moment où ça va mieux et tu peux avoir accès. Donc il y a une prime à l'illiquidité géographique très forte. Et donc le point, c'est tu peux diversifier si tu es OK sur ta surface financière, sur, tes optimisations à toi, de laisser l'argent dans un endroit en évitant les allers-retours incessants. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de prévisibilité des taux de change, parce qu'il y a potentiellement des Mmh. contrôles de capitaux. Enfin, les Américains nous en ont quand même beaucoup parlé en 2025 avec le One Big Beautiful Bill, la section 899, avec le Mar-a-Lago Accord. Enfin, tout ça, c'était quand même du contrôle de capital, quoi. On n'y pensait pas que les Américains pouvaient un jour, tu vois, Bessent qui va sur CNBC, le secrétaire au Trésor Bessent qui va sur CNBC qui dit: «Bah, le capital que aux États-Unis, c'est pour les Américains». OK. Tu vois, c'est des choses, on n'aurait jamais, enfin, c'est la Chine. Tu sais, Bah, c'est le début on du n'aurait jamais totalitarisme en tout cru. cas. Ça peut Bah, choquer, enfin, mais ça en tous les ressemble, cas, c'est la partie économique c'est du du fait du totalitarisme. prince. C'est-à-dire que c'est que le capital, comme, la bouffe, comme la santé, comme la défense et cetera, c'est un truc sur lequel il y a des golden shares qui peuvent s'appliquer. Mmh. Et donc si tu veux, moi ce que je dis, c'est dans ce monde très fragmenté, l'allocation, il faut continuer de se dire, il y a des choses à prendre aux US. Moi, par exemple, je prendrais beaucoup plus, d'equity aux US, très peu de dettes. Parce que je suis mais il faut savoir qu'il faut que tu acceptes le temps long. C'est-à-dire que, tu commences pas à prendre peur si le dollar dévisse, parce que le dollar va dévisser de nouveau. Il y a pas de raison que le dollar passe pas, à moins 10 de plus, d'ici, 18 mois. Il y a plutôt des très fortes raisons que ça arrive d'ailleurs. Donc il faut Mais pas si que j'ai tu beaucoup perdes. si j'ai beaucoup d'euros, par exemple, et que Ouais, le dollar dévisse, est-ce que c'est ouais, justement pas le bon moment d'investir justement dans l'equity aux États-Unis, de ramener ces euros, ouais. en dollars, quoi? C'est-à-dire tu les actives, mais Mmh. tu veux pas, tu es d'accord pour les laisser pour un temps indéterminé. Parce que D'accord, c'est un OK. endroit qui est potentiellement très hostile à toi et à tes Ouais, rendements. Donc il faut que d'accord. tu puisses avoir un circuit presque fermé aux États-Unis. C'est-à-dire tu les Ouais, remets d'accord. tu fais OK. travailler ça aux États-Unis. Tu fais travailler ça aux États-Unis. Et donc si tu as plein d'euros, en effet, tu peux faire la même chose en Europe. Tu peux te dire qu'il y a une carte à jouer sur les pays sur lesquels les États-Unis sont un peu en tension. Donc l'Inde, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des rendements comme ça sur certains pays émergents. C'est, enfin, si tu veux, le geopolitical hedge par excellence, je veux pas faire du jargon, mais à part l'or et les bitcoins et tout ça, le vrai truc qui permet un peu de se couvrir contre la fragmentation, c'est d'aller vers des marchés émergents qui sont justement un peu des marchés périphériques à une tension duale ou triale, enfin ce qu'on est en train de voir entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, quoi. Mais je pense que la philosophie vraiment, c'est de se dire: «Je peux avoir des poches dans chacun de ces endroits, mais il faut pas que je prenne peur et que je veuille à un moment donné faire les poches, tu vois, trop vite Totalement. avec des coups de friction qui peuvent exploser». Ça, c'est le principe. Le deuxième sujet, qui à mon avis est très fort aussi, c'est que dans cet environnement de grands chamboulements, si tu veux, sur les doctrines et politiques budgétaires et monétaires, il faut aller sur des fonds propres plutôt que sur de la dette. Moi, je suis très inquiet de la dette de manière générale. Je trouve que la dette est très mal, la dette Mmh. des États, la dette des entreprises. Si tu veux, par exemple, en ce moment, la grande théorie de certains, tu l'entends toujours en France, hein. Ah, c'est de regarder les entreprises françaises, elles s'endettent à des termes plus intéressants que les États. Si tu veux, c'est un construit de l'esprit. Si tu veux, c'est des gens qui n'ont jamais tradé de la dette obligataire. Un État, ça reste le truc que la banque centrale sauvera coûte que coûte. Alors après, il y a peut-être des Mmh. questions sur est-ce que la banque centrale est solide. Mais si tu veux, une entreprise, c'est pas un État, c'est pas une entreprise. La raison pour laquelle les entreprises aujourd'hui s'endettent à des taux relativement peu chers par rapport à certains États, c'est parce qu'elles sont pleines de cash et que les actionnaires Mmh. se disent elles vont faire revenir le cash à un moment donné. Donc soit elles vont se désendetter et elles ont pris de la dette un peu pour optimiser leurs investissements, mais si elles font pas les investissements, elles vont rembourser leurs prêts. Donc du coup, elles me rembourseront toujours. Donc si tu veux, il y a un truc de il faut pas se faire avoir par le narrative building, si tu veux, de tous, les gérants de fonds un peu court-termistes. Moi, je fais très gaffe à ça. On est dans un grand chamboulement civilisationnel, hein. Tu vois, le grand transfert de richesse et qui va s'accentuer avec l'IA entre le revenu du capital et le revenu du travail. C'est une thèse. C'est pas juste un petit flair. Il y a beaucoup de gens qui vont hériter. Il y a beaucoup de gens pour lesquels le travail va plus payer. Ils vont devoir trouver une autre façon, de faire de l'argent, y compris peut-être un revenu, enfin, l'État va devoir changer aussi sa politique de redistribution et ça, par exemple, ça veut dire, bah, quand tu investis, tu regardes vachement les industries qui sont très intensives en main-d'œuvre. Parce que soit elles vont devoir réapprécier les salaires très fortement. Tu vois, par exemple, les trucs sur lesquels les boîtes se sont fait du beurre sur de la productivité, 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 productivité. L'auto, la santé, tu peux plus compter là-dessus, ça ne marchera plus. Parce qu'en fait, cette À optique, part si l'IA ramène un nouveau relais de productivité, c'est un one shot.
Mais c'est Mmh. un one shot, mais qu'est-ce que tu crois qui va se passer? C'est que si ces boîtes ont été aidées par l'État, je pense notamment à l'auto pendant des années, Mmh. elles vont se faire siphonner par derrière par l'État, parce que l'État va devoir payer le c'est comme les mines, c'est l'État les mines polonaises. C'est-à-dire que les mecs se sont fait, vachement d'argent, mais quand tu fermes la mine, il faut payer après pour que les mecs se reforment. Et donc il faut croire dans ce monde du fait du prince, hein, dans ce monde d'interventionnisme politique très fort, avec des États exsangues, tout, des États-Unis à la France, à la Chine, les États ont plus la surface financière pour tout ça. Je pense que cette idée que tu peux échapper au retour de bâton un peu fiscal, à mon avis, c'est un leurre. Et c'est pour ça que les bitcoins prennent en. Tu vois, il y a cette idée d'un peu tu sors du système, parce que tu sais qu'à un moment donné, si tu veux une façon de juguler tout ça, c'est qu'à un moment donné, l'État va devoir reprendre, y compris aux États-Unis, hein, une forme de préemption sur des actifs sur lesquels ils ont donné beaucoup d'argent, ils voient plus le rendement. Et donc forcément, il va falloir se servir autrement. Et donc ça, par exemple, ça doit être très fort dans la construction de portefeuille. Si tu es allé vers des boîtes sur lesquelles il y avait une optimisation et qu'ils n'ont pas vu le changement, donc l'auto, encore une fois, la santé, la construction, les trucs comme ça, avec l'avènement de l'IA, c'est pas tant l'avènement de l'IA et la productivité, c'est que ces boîtes-là, elles vont de nouveau se retrouver dans le spectre géopolitique, alors qu'elles n'étaient pas Ouais. avant, c'était juste des boîtes qui optimisaient. Mais avec l'IA, ça devient un sujet de sécurité. Dans la stratégie de sécurité nationale de Trump, l'IA, c'est sur les 29 pages, c'est un tiers, tu vois. Et donc, il faut absolument repenser, si tu veux, cette guerre, tu vois, liée au capital humain, parce que c'est quand même le truc qui nous pend au nez. Qu'on aime l'IA ou qu'on n'aime pas l'IA, il y a un truc qui est en train de se jouer sur les métiers, notamment serviciels, qui ont été développés dans les 20 dernières années. Il y a Ouais. des gens qui vont devoir trouver du boulot, quoi. Et Et en en France, c'est France, on a énorme. beaucoup on a Ah beaucoup ouais, de ces métiers c'est serviciels, hein, énorme. c'est plus de l'agriculture, c'est pas de l'industrie, c'est que Ouais, des, métiers, du ouais, serviciel. Donc ça sera les premiers ouais. impactés, par l'intelligence artificielle. Frédéric, Non, ça sera d'abord les salariés américains parce que la préemption de l'IA sera d'abord plus forte aux États-Unis et que ce sont des marchés énormément serviciels aussi. Donc les Français ne seront touchés qu'après ça. Heu, mais heu, mais ouais, moi je repense à ce que disait, Ludo au début et il y a une illustration, extrêmement forte de IA, pas IA, dans comment tu as placé ton argent, en 2025 aux États-Unis. Si tu as placé sur le Dow si tu es européen, que tu as placé ton argent en 2025, sur le Dow, tu as fait +10, -10. +10 sur les actions, -10 sur le dollar, donc 0. Si tu l'as oui, parce placé que vous sur avez l'équivalent, euro-dollar. Oui, moi voilà, j'ai pas ça en étant américain, effectivement. si tu l'as en revanche placé sur le Nasdaq, donc du côté où on développe l'IA, et bien là tu finis avec un +8, tu vois? Donc en fait, ça se voit très, très, très nettement, de cette façon-là, l'impact de l'IA au travers de tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces crises-là dont on parlait, ces crises de l'humain au milieu de tout ça vont être plus particulièrement fortes que les économies sont servicielles et j'ajouterais processées. C'est-à-dire que plus une économie est processée, elle a été transformée déjà en data, plus elle va être impactée. Finalement, dans les économies Parce européennes, que l'intelligence artificielle va pouvoir optimiser ses process en exact servicielle, tu vois, par exemple, l'économie du tourisme en Espagne, c'est de l'économie j'allais servicielle, parler de ça, exactement, ouais. mais elle est pas processée. Elle est pas du tout processée, ouais. Voilà et donc en fait, les contextes, Mmh. plus une Mais quand tu as été économie va optimisé, tu es plus vulnérable, tu dis, toi. Parce que tu et as déjà le data dans lake, tu as déjà. Ouais. voilà, dans un premier temps, si tu as des économies qui sont basées sur beaucoup de services délivrés par des humains, spécialement en ligne, quelque chose comme ça et cetera et que derrière, tu Et le avais tourisme est un très bon exemple une d'ailleurs, super c'est data difficile. et On voilà, n'imagine pas des robots, te servir exactement. encore, sur la plage quoi, en fait, quoi. Donc je suis pas disons que je pense qu'il y en aura des, beaucoup plus touchés que nous avant nous Ouais, d'accord. sur ces sujets-là. Ensuite, dans ce que j'essaie de me souvenir de tout ce qui a été dit là, Après je parlais des zones ouais, géographiques États-Unis, ah voilà, Europe, voilà. Asie, et je posais Ah la bah oui, question. j'avais commencé à toucher ça au travers de mon exemple. Si tu es européen et que tu as mis ton argent, aux États-Unis sur le Dow ou sur le Nasdaq, bien, je dirais qu'en 2025, moi, tu m'avais dit que tu voulais me poser la question, ce que j'ai détecté et pas fait assez, c'est l'Asie. C'est-à-dire que mais on raisonne qu'à 1 an, ça va pas De plaire quoi? à L'Inde par exemple? ça va pas plaire à Ludo ça. Non, non, le Japon, simplement le Le Japon. Japon? D'accord. Si j'avais investi sur, je l'ai fait un peu, je l'ai fait un petit peu parce que j'avais détecté, mais si j'avais fait plus de Nikkei, c'est ce que j'aurais pu faire de meilleur, cette année.
enfin en 25 pardon. Donc tu vois, le Japon, c'est un endroit qui est actif en ce moment, qui veut bouger et il y a une sensibilité à cet activisme, au Japon aujourd'hui, que je trouve, intéressant. Si tu regardes bien, hein, pour un investisseur européen, fallait investir au Japon, cette année, en 2025, 2 en Europe, 3 sur le Nasdaq et 4 fallait pas le faire, sur, le Dow Jones, parce que mais encore une fois, je repense à ce Et que il disait fallait mieux Ludo, faire de l'or que de la crypto, en fait, quoi. mais je repense à ce que disait Ludo sur la fragmentation sur laquelle je suis, 100 d'accord. C'est-à-dire que c'est-à-dire que, heu, si tu as beaucoup d'argent et que tu fais des allocations par zone spécifique parce que tu considères que dans cette, géopolitique extrêmement agitée, tu ne sais pas quels peuvent être les rapports de taux de change demain et cetera, bah, tu peux continuer, tu peux rester et tu peux faire de très bonnes affaires. Si tu savais, si tu sais que tu es un Européen, mais que tu vas agir en zone dollar pour tes entreprises, si tu es une entreprise et que tu vas agir en zone dollar, ce que je disais tout à l'heure finalement, que tu sais que à un moment donné, tu es un particulier, tu vas vouloir acheter de l'immobilier à New York ou je sais pas quoi, bah, c'est pas grave que tu restes, sur longue période aux États-Unis et que tu profites de hausses très fortes parce que l'IA va d'abord disrupter ces économies-là et produire ses effets d'abord sur les actions de ce pays-là. Donc, je suis entièrement d'accord, quoi. Les amis, on arrive un petit peu à la fin, Ah non, de on tout n'a pas parlé ça. du bitcoin? Ah oui, on n'a pas parlé du bitcoin. Il faut qu'on parle du bitcoin. C'est vrai, tu as absolument raison. Merci de me le rappeler. Bitcoin, alors le bitcoin, liquidité élevée, facilité de transfert international, ce qui est pas idiot, quand, dans les circuits courts dont nous parlait, tout à l'heure, Ludovic, éviter de se faire emprisonner sur une, zone géographique. Pas de contrôle gouvernemental non plus direct. Ça aussi, ça peut être intéressant. Mais volatilité extrême. On l'a bien vu et puis avec un l'or qui a surperformé, le bitcoin, hein, d'ailleurs c'est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que comment ça se voilà, peut-être d'ailleurs, hein, on sait que généralement les gens investissent dans l'or, quand il y a des crises géopolitiques, réelles, donc là, c'est peut-être pour ça aussi que l'or, tu vois, vient nous donner un signe de risque géopolitique, supplémentaire. Comment est-ce que vous expliquez que Ludovic, que l'or ait surperformé, le bitcoin, cette année? Bah, parce que moi, je pense que le bitcoin est une extension de l'or dans ce trade. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, les gens préféreront l'or au bitcoin et comme il n'y a pas assez d'or, ils vont acheter du bitcoin. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une protection de l'inflation, on n'est pas forcément dans une protection de la peur, on est plutôt dans cette couverture du risque de fragmentation. Et donc, on cherche, comme tu l'as très bien dit, quelque chose qui va te couvrir et qui n'est pas traditionnel dans la finance. Et donc, soit c'est une réserve physique, l'or, même si c'est pas vraiment une réserve physique quand les gens achètent de l'or aujourd'hui, soit c'est une réserve un peu, tu vois, les crypto actifs, quoi. Et donc, je pense que l'or, il y a une dominance qui s'opère aujourd'hui entre l'or et le crypto. Parce que le crypto est encore trop niche par rapport à l'or et l'or, il y a beaucoup d'institutionnels qui achètent de l'or, beaucoup plus que du crypto. Notamment les banques centrales, les pays émergents, la Chine, hein, parce que Et la les Chine, gouvernements c'est aussi. un peu ouais, exactement et puis c'est la thèse chinoise qu'on oublie, c'est-à-dire qu'elle a pas réussi à internationaliser son renminbi et donc elle décide d'avoir cette approche duale en utilisant le renminbi et l'or. Et elle va faire un marché du futur de l'or, elle va vouloir renminbiser l'or, tu OK. et donc forcément, il y a un peu plus, à mon avis, l'or et l'argent. C'est pour ça que pareil, l'envolée de l'argent, c'est parce qu'il y a pas assez d'or. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs parce que dans les portefeuilles institutionnels, tu vois, ce qu'on gère nous chez Allianz, l'or, c'est pas un truc qu'on achète, tu vois? Alors que dans les portefeuilles de gestion de richesse, de gestion d'épargne, les gens adorent acheter de l'or. Tu parles aux banquiers privés à Paris, les gens ont Ouais. acheté plein d'or et tout, donc il y a un truc quand même qui est d'un autre temps presque. Si tu veux, dans un monde hyper financiarisé, il y a cette idée de j'ai du mal à faire confiance, il y a pas assez de francs suisses. Il y a l'immobilier, c'est un peu un sujet tellement fiscal que les gens veulent plus et donc ils vont vers des trucs comme ça. Donc ça montre d'ailleurs à mon avis des limites du système actuel. C'est-à-dire que le fait qu'on aille vers l'or ou qu'on aille vers le bitcoin montre que le reste du système est perçu, même si je pense que le bitcoin l'est beaucoup plus, comme un monde de baleines. C'est-à-dire Mmh. qu'un monde où les gros peuvent faire bouger les marchés pour des raisons pas rationnelles. On parle beaucoup de Mmh. bulles, on parle beaucoup, tu vois, du marché action et tout ça. Et Mmh. donc c'est pour ça que c'est presque dommage, puisque bah, si là où il y a des bulles, c'est plutôt dans le Bitcoin. C'est-à-dire que les mouvements, ils sont pas rationnels, il n'y a pas de modèle, il y a très peu d'efficience de marché, Il tend etc. quand même vachement à se caler quand on regarde les courbes des de fluctuations, sur la bourse, hein, quand Quantité même, de hein. monnaie, ouais, bien sûr. Bah, c'est la liquidité, ouais, ouais, bien sûr.
Et ça a pas bien marché justement ça récemment. En fait, dans les derniers mois, c'est À là cause de ça, à cause du truc de l'or, parce que c'est la voilà, ouais, fragmentation, c'est plus une question de exactement. liquidité ou d'inflation, ouais, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que en fait, il y a un an, on nous a dit à Washington, à peu près un an, presque jour pour jour quoi, en fait. On nous a dit à Washington, «On va faire du tout bitcoin, vous allez voir ce que vous allez voir». Et finalement, ça s'est pas beaucoup produit quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effet, il y a eu un effet d'augmentation du bitcoin, effet politique, lié à ces discours, «Vous allez voir ce que vous allez voir». Ça a attiré beaucoup de gens dedans. Vous vous souvenez du je sais plus comment il s'appelait, le Trump coin là ou je sais plus le C'est truc ça. là. Ouais et donc il y a eu cette euphorie. Des gens sont rentrés dans le bitcoin en croyant que les États-Unis allaient passer, une part très conséquente de leurs réserves, en bitcoin et puis là, finalement, petit 1, ça s'est pas vraiment passé. Petit 2, il y a les tensions internationales qui ramènent tout le monde à l'or, tous, les États à l'or. Donc ça, c'est quelque part effectivement, c'est alternatif et finalement, ça leur est apparu, beaucoup moins risqué de rester, sur un truc bien connu. Je parle des États, et ils sont restés là et finalement, tout doucement, le truc est rentré, le phénomène Bitcoin est rentré dans son lit dans l'année et puis, à un moment donné, il s'est mis à baisser parce que les baleines ont vendu des vieux Bitcoins. Je te parlais Ouais. des baleines, Ludo, il y a eu un moment donné, elles ont vendu Ah bien des sûr. vieux Bitcoins et derrière, la fonction et malheureusement pour les détenteurs de Bitcoin, la fonction d'absorption, monétaire, la corrélation entre le Bitcoin et M2 a un peu cessé de fonctionner depuis un petit moment Tu veux dire par là que les baleines ont vendu, mais en et face, il y ça avait pas des nouveaux acheteurs ou des nouveaux riches pour acquérir, L'argent s'est pas placé là. L'argent ouais. a préféré aller sur l'or. Bah, parce que le Nasdaq allait très bien aussi, hein, Le et Nasdaq que allait bien, il y avait mieux à faire quelque part. Il y avait quelque part mieux à faire et donc ça n'a pas fonctionné. Là, aujourd'hui, dans la petite reprise qu'on observe en ce moment, là, autour de 90 000, il semblerait que ce soit à nouveau lié à des baleines qui reviennent. Certains disent qu'elles cherchent un effet pricing, elles agissent pour créer un effet pricing, pour revendre en fait, pour recommencer à revendre des nouveaux bitcoins, qu'il y aurait un phénomène d'aller-retour qui se préparerait. Je sais pas, c'est peut-être des rumeurs, des rumeurs, absurdes, mais on dit en ce moment que les baleines se repositionneraient à l'achat, mais que ça pourrait être pour faire un aller-retour, pour recréer un effet pricing avant d'en ressortir, à nouveau. C'est ce que j'ai, ouï dire. Dernier point, c'est que, Bitcoin plus que jamais est corrélé dollar par le jeu des stablecoins. C'est-à-dire que le Bitcoin a toujours été envisagé, par le dollar. Pas que ça joue ça, tu vois? C'est trop petit, le stablecoin dans la Tu corrélation. penses que c'est C'est déjà c'est dollar, ouais, ouais. Non, c'est que non. c'est oui, 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 mais les stablecoins sont dollars. C'était ce Ouais, que je mais le voulais dire. bitcoin est dollar, donc si tu veux, la corrélation elle a Vo pas changé à cause des stablecoins, voilà, je pense. mais ouais, peut-être, j'avais l'impression qu'elle risquait de se renforcer, de ce fait-là. La dollarisation va se Pa renforcer La parce que les stablecoins dollarisation va offrent, si tu s'enforcer veux, par les stables ouais, et il ouais, y a ça un c'est vrai. jeu il y a un jeu de trésorerie. Voilà, c'est qu'il y a un jeu de trésorerie entre les bitcoins et les stables qui eux-mêmes sont, complètement adossés, doll. Donc Heu, voilà et donc pour un investisseur européen dans un contexte où le dollar baisserait, bah, ça peut avoir, voilà, c'est à prendre en considération. Non, ça c'est sûr. Les OK, stablecoins, juste pour boucler, hein, vas-y c'est un Ludo, vrai sujet. Pour bien sûr. l'euro, c'est un vrai sujet, tu vois? C'est-à-dire que là, il y a une guerre presque philosophique, si tu veux. Est-ce que nous, on pense que notre euro digital, notre euro numérique peut être une alternative aux stablecoins, ou est-ce qu'il faut qu'on joue, côté MeToo et avoir des stablecoins en euros? Ou alors est-ce qu'on se laisse bouffer et qu'on a une vague de dollarisation majeure? Et c'est notamment important pour, les gens qui veulent être en crypto en Europe et qui veulent pas avoir la volatilité du bitcoin et qui veulent avoir un truc un peu genre Ophitos quoi, donc les stablecoins. Mais c'est aussi vrai pour, les marchés émergents, tu vois? Ce qui est en train de se passer sur les monnaies numériques en Inde avec le UPI, au PIX au Brésil et tout ça, si tu veux, il y a un enjeu de diplomatie monétaire très fort aujourd'hui.
qu'on a complètement perdu de vue en Europe. Et j'irai même plus loin, tu vois? Ce qui est en train de se passer avec, le Venezuela, ça renforce les pétrodollars, ça renforce la dollarisation du monde. Donc il y a un truc autour de moi, je pense que pour le coup, pour l'Europe, il faut vraiment qu'on repense, un peu nos stratégies monétaires. On pense toujours à la stratégie commerciale, la stratégie les valeurs et tout. Je pense aujourd'hui, il faut vraiment pas oublier que l'euro, c'est aussi un actif très fort. C'était celui qui a mieux marché, en Europe depuis, les 50 dernières années, enfin les 20 dernières années. Et donc, là, les stablecoins, c'est une vraie menace, quoi, pour l'euro. On pourrait vraiment devenir, déjà qu'on a une monnaie un peu de 2e rang, on pourrait vraiment perdre encore plus, si tu veux, notamment auprès des riches, asiatiques, tu vois, des pays émergents et cetera, c'est un super moyen pour eux d'être en dollars de façon un peu déguisée et donc de perdre un peu, si tu veux, ce que l'euro pourrait leur apporter. Quelle est notre riposte? Tu vois? Ça, c'est ce que moi, Mais je là là trouve là, très tu me perds important. un peu parce que tout à l'heure tu disais, finalement, il y a toutes les raisons pour que le dollar perde encore dans les c'est peut-être une question de timing, Pour des hein, qui est raisons, derrière tout ça. mécaniques, ouais. C'est Bah, voilà, l'inflation, ouais. voilà, donc le dollar perde encore, et Ouais, qu'on perde encore 10 cents, ouais. qu'on soit à 1,25, Ouais, dans pas mais si ça, c'est longtemps que le ça. prix et l'autre, c'est le volume. La Ouais, question, c'est le prix. Le dollar peut ouais, perdre en prix aujourd'hui, donc l'euro peut être fort, mais un euro fort, c'est pas top. Les Allemands, ils détestent ça, par exemple. bien sûr. Moi, au-delà de la force, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on a une souveraineté monétaire? C'est est-ce qu'on peut s'endetter en euros sans avoir les coups de bambou, si tu veux, d'une crise américaine? Ça, aujourd'hui, non, parce que les actifs sûrs en euros, ils sont trop peanuts par rapport, ils sont trop chiches par rapport aux actifs américains. Ouais. 2, est-ce que nos entreprises peuvent s'endetter en euros? Est-ce qu'on peut attirer les gens pour s'endetter en euros? Comme tu dis, parce que les taux sont bas. Tout ça, c'est des questions d'attractivité, si tu veux, sur le prix. Après, Mmh. il y a l'attractivité sur les volumes. Aujourd'hui, le dollar, ça reste 60%, 80% des transactions mondiales, 60% des paiements des remittances. Et donc, la question, moi, que je pose, beaucoup plus structurelle, c'est au-delà des variations de prix relatives des monnaies, c'est est-ce qu'on veut que l'euro fasse partie de notre arsenal, si tu veux, d'influence? Ou est-ce qu'on laisse complètement couler ça et peu importe le prix au final que ça aura entre l'euro et le dollar, ça créera des conditions, si tu veux, d'attractivité relative. Est-ce qu'on est prêt à complètement abandonner l'euro, quoi? Pas comme le bolivar, tu vois, la monnaie vénézuélienne a disparu, là. Plus personne parlera en bolivar, comme le peso argentin, si tu veux, c'est des monnaies qui disparaissent. On a déjà vu ça en Équateur, Oui, Au mais Panama, c'est etc. déjà Là, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est déjà le cas depuis un petit bout de temps. Ça fait longtemps ouais, qu'en mais tu Amérique peux du te dire Sud, la les gens zone utilisent des d'achalandage. crypto-monnaies notamment. Ouais. Exactement. Et donc du coup, la zone d'influence du dollar, enfin, si tu veux, on va vers un monde, s'il est tripolaire ou s'il est, la monnaie va jouer énormément. C'est-à-dire, Mmh. demain, quel pays émergent va abandonner sa monnaie? Toutes les monnaies qui sont déjà aujourd'hui, liées au dollar, tu vois? Le dollar hongkongais, tout ce qui se passe dans la zone, GCC, Rallye, tu vois? Tout l'Arabie Saoudite, et cetera. Tout ça, c'est très lié aux variations du dollar. Donc, l'Asie, c'est la deuxième zone dollarisée au monde. Et donc les stablecoins, si tu veux, ça crée encore plus de canaux de Ouais, diffusion de De diffusion de de dollars. dollars. l'arme monétaire, bah, ouais, de la dépendance. C'est-à-dire que Mmh. personne n'a intérêt à ce que le dollar s'affaiblisse quelque part. Parce que tu es exposé en dollars quand, tu es bourré de stablecoins. Donc ça, c'est un peu, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que c'est des plaques tectoniques profondes qui bougent, mais qui vont questionner énormément, si tu veux, l'avenir de l'influence et de la dépendance. Au-delà de la dépendance au Doliprane ou la dépendance à l'IA, il y a une dépendance monétaire qui, à mon avis, est en train de s'organiser de façon très forte grâce aux crypto-bros qui ont l'oreille du président Trump. Il l'a très, très bien compris. Dernière question les amis, avant de clôturer cette, conversation passionnante. J'avais envie de vous poser une question, un peu à la Silicon Carnet. Tu me connais Frédéric, une question un peu piquante. Quel est le mouvement que personne ne fait aujourd'hui, mais que tout le monde devrait faire selon vous? C'est quoi la décision impopulaire mais rationnelle à prendre en 2026? À C'est titre qui? perso et à titre, au niveau de votre portefeuille, dans votre famille, déshéritez vos enfants, j'en sais rien, vendez tout votre or, et quelque chose, je ne sais pas, et un move, un peu comme ça, radical, essayons de rajouter un peu de radicalité là. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui qui serait très impopulaire, mais qui vous semblerait rationnel, en 2026? Qui veut Tu répondre? commences ou je commence? Moi, je veux bien, moi, je sais Vas-y. pas, j'en vois 2. Je sais pas, enfin, si j'étais pas moi-même déjà entrepreneur et très occupé à entreprendre, j'entreprendrais. Le premier truc, alors c'est pas impopulaire, ce que je dis là, tu m'as demandé Bah, quelque si, chose si. d'impopulaire, mais c'est pas obligatoire, on est d'accord? Oui, Heu et radical, radical, voilà, radical. bah, c'est radical. En fait, entreprendre, c'est un acte radical dans un Oui. moment où il y a tellement Et de c'est chaos et que sacrificiel. si on fait vraiment une lecture des choses où il peut y avoir du chaos, et c'était l'intérêt de l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'était de se projeter dans une hypothèse, un peu plus chaotique, qu'elle ne l'est déjà, c'est pas mal.
Et de montrer qu'il y a des opportunités Voilà. dans le chaos. Et donc en fait, ça veut dire que fatalement, il y a des rentes de situation qui vont tomber, et d'autres qui vont se construire. Donc il faut se mettre du côté de ceux, donc il faut qu'ils construisent et donc j'irai là-dedans. La deuxième chose sinon, c'est vrai qu'à long terme, peut-être si j'étais, un poil plus jeune ou, quelque chose comme ça, peut-être que peut-être que j'irai quelque part en Extrême-Orient pour aller de ce côté du monde où, la population est, où on construit des villes délirantes, où je pense pas que j'irai aux États-Unis maintenant. Je pense que je prendrai ce que j'ai jamais fait vraiment. J'ai travaillé un peu, j'ai eu une filiale au Vietnam dans ma vie, mais j'ai jamais vécu là-bas. J'ai eu beaucoup plus d'expérience aux États-Unis, et ailleurs en Europe. Tu irais Et chercher le nouveau New York. et j'irai peut-être à la recherche du nouveau New York en Asie, ouais, voilà. C'est possible, c'est possible. Ça serait pas populaire, ce serait peut-être ce que je ferais dans ce cas-là. En fait, À tu es toi, d'accord avec Ludo. Oussama, hein? Putain, merde! C'est le danger. Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai pas dit à Dubaï, hein. Non. Ouais. Ludovic, quelle décision radicale, quel mouvement, que personne ne fait aujourd'hui, pourrait paraître rationnel, en 2026? C'est très personnel, mais ça serait, m'engager en politique. Intéressant. Mais toi, tu es trop courageux comme mec. Ça, c'est, ouais. Mais Ça, c'est c'est pas justement, est-ce que je populaire, suis c'est assez dangereux. courageux? C'est pas populaire, c'est Ou dangereux, pas mais si assez tu veux, riche, je suis ou pas assez je riche. suis ou pas assez je suis c'est ça le point et c'est pour ça que c'est peut-être impopulaire. C'est-à-dire que mon conjoint et mon banquier seraient très mécontents de ce choix-là. Mais, Exactement. écoute, je pense on est tellement dans un monde, qui a besoin d'espérance. Je j'ai un talent pour les chiffres, j'ai aussi un talent de prédicateur, tu vois? J'ai toujours été prof et tout. Des fois, je me dis que j'aimerais bien mettre ça, au crédit d'un peu de courage européen, d'un peu de courage, politique en France, tu vois? Je des c'est vrai que ça me titille de plus en plus. Dans un moment où c'est encore plus dark que dark, tu vois? Que tu te dis: «Mais qui peut encore faire confiance à ces mecs-là?» et tout ça, je me dis: «C'est le moment de s'engager». Donc j'ai un côté très patriote, tu vois? Qui me titille un peu et je me dis: «Où est-ce que je pourrais être utile?» Est-ce que c'est, tu vois, la pédagogie? Est-ce que c'est, tu vois, de justement d'essayer de faire des choses pour changer l'environnement dans lequel on est aujourd'hui? Parce que je pense que ça passe aussi par ça. Moi, j'ai un parcours public au début de ma carrière et après je suis passé dans le privé, par la finance. Je pense encore que la finance peut changer le monde, mais je pense aujourd'hui qu'on a besoin plus de gens, en politique. Tu sais, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé dans un podcast comme ça, «Et si tu devais choisir entre, un poste de ministre et un poste de commissaire européen, qu'est-ce que tu choisirais?» Et je pense que, tu vois, le plus dur, ça serait d'être commissaire européen parce que cette personne sait ce qu'ils font, c'est et tu vois, je me dis: «Mais on a tellement besoin de gens aujourd'hui, on manque, si tu veux, de gens». C'est pas du tout un ego trip, c'est-à-dire, c'est pour ça peut-être que je le fais pas aussi, parce que je pense que j'aurais pas la qualité pour faire ça et qu'il y a plein d'autres gens qui le font mieux que moi. Mais si tu veux, je me dis, si je devais prendre quelque chose de radical aujourd'hui, vu le besoin d'espérance, ce serait ça. Ce serait vraiment d'aller faire un acte citoyen presque, tu vois? Moi, je suis pas fit pour aller, faire le marine, c'est, extraire Maduro, tu vois? Je serais tombé au combat, tu vois? Je suis pas quelqu'un qui peut courir vite ou qui peut tirer bien. Mais il y a deux trois trucs que je sais faire et je pense que j'aimerais les mettre beaucoup plus au service du public. Je le fais à ma façon, avec le conseil d'analyse économique, avec, ce que je peux Et faire ce podcast, comme job de prof. Ouais, des podcasts, mais je pense que peut-être le faire encore plus, embedded, tu vois, dans la sphère politique, des fois, j'y réfléchis, ouais. Je pense que c'est un truc dont on a besoin en 2026. Ouais, c'est clair. Ça, je suis d'accord et enfin, j'ai vraiment aimé quand tu as prononcé ce mot, parce que dans le contexte qu'on a décrit au tout début, en particulier, où en fait, oui, en fait, c'est pas complètement par hasard que la France est targetée aujourd'hui, particulièrement. Il y a des raisons pour ça, à cause de sa position en Europe, à cause de sa position au Conseil de sécurité, à cause de sa position, devant les questions nucléaires. Heu, c'est pas par hasard tout ça qu'on soit à ce point targeté aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de commentateurs en tout genre économiques, qui devraient faire attention à cette question, aujourd'hui, qui devraient la prendre en considération. Il y a beaucoup de choses extraordinairement négatives qui sont dites contre nous, contre nous-mêmes et qui sont délétères quoi, qui mortifèrent même. Donc voilà, je pense que tu touches un truc là, Ludo et
et les entrepreneurs, faut qu'on pense, en patriote également et voilà, je pense que quand on parle de ce qui nous sépare, de ce qui fait vraiment une différence avec les États-Unis, le patriotisme, c'est une question fondamentale et c'est pas droite-gauche. Ça n'a rien à voir avec, droite-gauche. Aux États-Unis, on a un drapeau, qu'on soit démocrate ou qu'on soit républicain. Faute aussi, mais oui, c'est pas droite-gauche, mais c'est de la faute de la gauche. C'est parce qu'elle a abandonné, le drapeau. Elle a abandonné la laïcité. Une partie de la Elle a gauche, ouais. abandonné Une une partie une partie de la partie. gauche a abandonné toutes ces choses-là et qu'on les a laissées, au Rassemblement national et aux autres et qu'aujourd'hui, Ouais. ne serait-ce que la liberté d'expression, c'est quand même fou de se dire que la liberté d'expression est devenue un concept de droite, quoi, en fait, quoi. C'est quand même Ouais, là, on se dit qu'on est quand même dans un inversement, c'est énorme, ouais. une inversion des valeurs, qui est absolument colossale. Mais je suis d'accord Ouais, avec toi, c'est pas un gros mot que d'être patriote, ouais, et de se poser des questions, de patriotiques, par rapport à effectivement à l'économie Par ou à rapport la à tout ce qu'on politique. fait, par rapport à ce qui est ouais, par rapport à ce qui est notre, vrai rôle dans la société et Ouais. ouais. le rôle qu'on a aujourd'hui, celui qu'on voudrait avoir, mais en tout cas, j'étais Mais tu vois, moi, il m'a fallu, des années pour le comprendre. Moi, je fais mmh. partie, on a, bah, à peu près le même âge, mais moi, j'ai vraiment vécu, tu Ah, vois, tu es le ce gentil côté plutôt. citoyen du monde. Quand tu faisais des Mmh. belles études, tu vois, tu partais à l'étranger, je travaillais, en Italie, au Panama, aux États-Unis et cetera et moi, j'ai vraiment cru ce truc-là, tu vois, d'un monde sans frontières, sans friction. Moi aussi, j'y ai cru. Tu vois? Où c'était ouais, c'était hyper, tu vois? C'était un point où parfois je me sentais très déconnecté de mes valeurs, de mes racines, tu vois? Du sud-ouest, là, et cetera. Je me disais: «Mais ils comprennent pas», tu vois? Et maintenant, si tu veux, d'être devenu père, aussi de voir, si tu veux, le délitement des élites, enfin, le fait que les élites soient plus responsables, ça m'oblige, tu vois, quelque part. Et il y a un Mmh. truc de, bah, non, tu vois? C'est quand même, on laisse un quelque chose derrière nous, on laisse un ethos, on est dans le groupe, tu vois? Il y a ce besoin de l'autre et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me travaille beaucoup plus qu'avant et j'espère qu'on est beaucoup plus à tu vois? J'espère que c'est quand même un truc français aussi d'avoir, que le fait politique soit très présent dans les discussions et cetera et moi, j'espère vraiment qu'il va y avoir un sursaut, si tu veux, des gens qui vont se dire: «Ouais, attends, c'est un peu notre maison commune, il faut la mettre en ordre, il faut la garder propre, il faut essayer de faire travailler vivre ensemble». Je suis, moi, très choqué, par l'absence de patriotisme de plusieurs élites, qu'elles soient économiques notamment, politiques, culturelles et cetera et ça me choque, tu vois, maintenant beaucoup plus qu'avant. Et j'espère que ça va changer quoi, qu'avec cet environnement-là, on va comprendre qu'il y a un truc un peu, plus fort qui nous attache, qui nous oblige, quoi. Ça, Ça fait enfin, on pourrait un peu relancer un néo-réac, débat, mais ça ouais. pourrait Ouais, être un autre débat sur justement, ce patriotisme et aussi, l'universalisme. Est-ce que c'est pas la fin de l'universalisme? C'est cette sorte, comme quoi on est tous égaux et qu'on agit tous, selon les mêmes valeurs, les mêmes règles et les ouais, choses comme ça et dans le monde, bah, c'est pas forcément le cas et c'est pas forcément souhaitable parce que l'universalisme, c'est aussi une forme de colonialisme, ouais, des idées. bien sûr, ouais. Mais bon, on va pas relancer le débat. J'avais posé une question au début de ce podcast, c'était de savoir est-ce qu'on était en 1913? Est-ce qu'on était en 1939? Ou est-ce qu'on est tout juste, en fait, on est simplement en 2026? Je sais pas en tout cas si, cette On est en conversation 2026, On est en faut 2026. pas écrire mais faut on est pas en insulter 2026 l'avenir. On verra plus exactement. Ouais, tard. exactement, tout à Et fait. c'est ce que j'allais dire. Évitons aussi les comparaisons historiques qui, sont pas toujours, heureuses. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il va falloir, prendre des décisions imparfaites avec des informations quelquefois incomplètes, et que, les gagnants peut-être des prochaines années, beh, ce sont ceux qui auront eu raison, peut-être pas sur tout, mais qui auront eu le courage de bouger au bon moment, même avec, 60 de certitude. Si ce podcast a pu Exactement. vous aider, eh ben, c'est super. En tout cas, tout ce qu'on vous a dit, aujourd'hui, c'était pas des conseils d'investissement, hein, c'est juste, une réflexion. On a réfléchi en public et avant de prendre vos propres décisions d'investissement, ben, entourez-vous, des bons conseils et prenez, ces décisions, heu, en comprenant que et vous pouvez perdre votre capital avec, ces investissements. Bon voilà, soyez responsables Et ce sera pas de dans notre vos faute. décisions.
Ça hein. sera pas de notre faute. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous. C'était super cool. Puis je vous Pour nous donne aussi. rendez-vous Merci Carlos. Merci beaucoup. pour un prochain podcast ici ou ailleurs. Ciao, bye bye. Ciao. Merci.